Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour un épisode qui s'annonce des plus intéressants. On va beaucoup jaser d'équipe nationale du Canada. Et quand je dis équipe nationale, il faut mettre ça au pluriel parce qu'il y a les moins de 23 ans qui tentent de se qualifier pour les Olympiques. Il y a le Canada qui se prépare pour la Gold Cup, mais qui, dans la foulée, tente de se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar aussi. Il y a le CF Montréal qui a sorti son calendrier. Du côté de l'Europe, le fameux fair play financier, la VAR, va-tu vivre la même chose? Fair play financier a mangé la volée avec la COVID. On va en discuter au cours des prochaines minutes. Et on va terminer ça avec vos questions, celles que vous nous avez posées sur Twitter au cours des dernières heures avec le hashtag LDSF. Mais d'abord, les gars, juste à penser à tous ces sujets-là, pas trop mal à la tête, non? Ça n'a pas été facile, hein? Non, non, Ça l'est jamais facile de faire le non, tri. ça Jean, va. allons-y tout de go avec notre segment à domicile. Je veux parler des troupes de Mauro Biello. Tiens, on va commencer avec toi, Sid. L'équipe des moins de 23 ans qui ont 3 matchs de groupe à jouer. Il y en a 2 qui ont été disputés. Victoire de 2-0 contre le Salvador. Un peu plus tôt cette semaine, match nul de 0-0 contre Haïti. Ce soir, on enregistre l'émission jeudi après-midi. Ce soir, il y a un match décisif face au Honduras pour espérer passer aux demi-finales, des demi-finales que tu dois gagner pour atteindre les Olympiques. On le rappelle pour une première fois depuis 84 du côté des hommes au Canada. Dans ta tête, qu'est-ce qui serait un résultat acceptable? Est-ce que tu es obligé de te qualifier pour les Olympiques pour considérer que ça a été réussi, cette opération-là? Oui, 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 malgré la difficulté de la tâche, je me lance sur ce terrain, glissant de qualification, ou bust comme on dit en bon français. Je pense que, c'est là les exigences, pour, l'équipe canadienne. C'est pas en dessous, c'est vrai qu'après avoir vu le match États-Unis-Mexique hier, je me suis dit que ce sera compliqué. Mais non, il faut que le Canada place ses ambitions à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, les Olympiques, c'est un tournoi par génération. Et le fait de ne pas se qualifier, toute cette génération-là n'aura plus la chance de pouvoir y participer. Donc, ça ne peut pas être considéré comme une réussite. D'accord avec ça, Jean? Ben, écoute, moi, je trouve que Sid met la barre haut, c'est vraiment bien. Honnêtement, effectivement, vu ce qu'il y a en face, tu te dis, regarde, il y a 2 places uniquement à prendre et c'est impossible, mais c'est tellement compliqué d'y arriver. D'autant plus que Mexique et États-Unis sont dans le même groupe pour éviter justement que si l'un ou l'autre connaît un petit pépin dans la phase de groupe, ils ne s'affrontent pas en demi. Donc là, tu sais que tous les deux vont aller en demi. Il y a quasiment toutes les chances. Donc la tâche est. La barre est super haute. Là où. Moi, je t'aurais dit, bon, bah, arriver en demi, arriver à ce niveau-là et essayer de jouer la qualif sur un match, c'est ce qu'on leur demande. Je trouve que Sydney Malabaro, c'est bien, c'est vraiment bien. Je trouve que oui, quand j'y pense là maintenant sur le coup, je me dis ouais, pourquoi pas mettre la demande à ce niveau-là maintenant, parce que on sait qu'au bout du compte, il y a le talent pour le faire. Donc oui, oui, dire sans ça pour remettre en cause, perdre à ce niveau-là, ce sera décevant et ce sera peut-être quelque chose à réfléchir pour la suite. Sid, tu diras peut-être que c'est de la sémantique, mais j'ai l'impression qu'il y a la réussite, il y a le résultat acceptable, puis il y a un échec. Dans ma tête, tu te présentes, tu fais bonne figure en demi-finale, mais tu passes pas au prochain tour. Je pense que tout le monde va dire OK, il y avait juste meilleur que toi Mhm, en face. Ceci mhm. dit, tu peux pas ne pas sortir de ton groupe. C'est là où le match contre le Honduras, un peu à mon sens comme le match contre Haïti, je comprends, là, tu peux l'expliquer, tu peux l'analyser, tu peux le décortiquer. J'ai eu la chance à la radio cette semaine de parler avec James Pantemis qui disait, et je le crois, là, on avait le feeling qu'on aurait dû sortir de là avec quelque chose de plus. C'est vrai, mais c'est pas arrivé. Là, on va pas revenir sur la Gold Cup en 2019 où c'est Haïti qui t'a fait la peau. Si des points échappés comme ça font en sorte que tu passes pas au prochain tour, que tu l'échappes face au Honduras, ça, on est d'accord que c'est un gros échec, là. C'est pas juste une embûche.
Non, tout à fait, tout à fait. Je pense que même s'il y a des circonstances atténuantes, sur l'absence de préparation pour, le groupe de Mauro Biello, s'il y a aussi l'absence, du contingent, torontois, qui quand même, fait des différences dans la qualité de l'effectif, il est certain que, de ne pas se qualifier pour, au moins le tour, des demi-finales et se donner la chance de pouvoir sur un match, se qualifier aux Olympiques, il y aura pas de façon de le présenter comme une réussite. D'autant plus que tout d'un coup, le match contre Canada-Haïti, on va le regarder avec un autre angle parce que si James Pantemis, lui, pense qu'il devait ressortir avec des points, je peux vous garantir que du côté des Grenadiers, on se dit la même chose. C'est pas un match qui a été autant maîtrisé que le premier match du Canada, où finalement ils n'ont pas justement su mettre du rythme, les changements aussi, peut-être un peu trop tard. Il y a pas mal de choses qui sont à discuter, mais qui finalement passeront sous le tapis en cas de qualification, sachant que, même si j'aime pas ce terme-là, une défaite contre les États-Unis ou le Mexique resterait honorable. Ouais, honorable. Sortez ça du vocabulaire de Sidney Fowell. On n'aime pas ça. On avait ça, c'est comme avec le CF Montréal au fil des ans, là. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. On peut-tu garocher ça aux poubelles puis juste s'arranger pour avoir des résultats qui sont satisfaisants à la base? Jean, parce qu'au Canada, où c'est peut-être dans la cour de la CONCACAF, en fait, je présume que c'est dans la cour de la CONCACAF, on fait jamais ça bien simple pour les partisans. Il y a les deux équipes nationales qui jouent ce soir. Tu as d'un côté les U23, mais tu as l'équipe nationale aussi qui va être en qualification. On parle de l'équipe nationale senior, celle de John Herdman, Samuel Piette, Atiba Hutchinson, d'ailleurs, qui n'a pas pris sa retraite internationale, qui est de retour dans le groupe, tout comme Alfonso Davies. L'objectif, on n'arrête pas de parler de 2026, mais l'objectif assumé de John Herdman, c'est de qualifier son équipe pour le Qatar dès l'année prochaine. Dans ta tête, je ne veux pas parler de réaliste parce que ça, c'est très débattable, mais est-ce que tu penses que c'est atteignable comme objectif? Ouais. Il reste encore beaucoup d'étapes, là, mais tu penses que c'est atteignable? Ouais, c'est atteignable. C'est atteignable parce que on le dit et je pense que tout le monde est capable de le voir. Il y a du talent qui est reconnu un petit peu partout et du talent. Il ne s'agit pas de 3, 4 joueurs, mais là, je pense qu'on est en train de parler quasiment d'une une génération et demie parce que je vais chercher des joueurs qui ont bon la tranche 20-24. Clairement, il y a quelque chose de bien là-dedans, mais il y a quelques joueurs qui ressortent de la tranche d'âge supérieure qui sont capables de guider cette équipe. Donc, on est dans une situation qui est idéal, je dirais, sachant que l'échéance 2026, c'est encore autre chose. Mais là, pour cette génération-là de joueurs, je pense que non seulement l'ambition doit être là, mais qu'il y a les moyens de le faire. Il y a un progrès qui a été très, très net. Il y a eu quelques gifles qui ont été prises. Tu as souligné le cas d'Haïti, qui, dans le processus d'apprentissage, sont des choses qui t'encaissent et puis tu ne refais plus les mêmes choses après. Clairement. Et puis, bon, oui, je pense qu'actuellement, il n'y a pas, si tu mets de côté États-Unis et Mexique, il n'y a pas d'équipe imprenable dans la CONCACAF. En tout cas, pas d'équipe qui, sur le papier, soit clairement supérieure au Canada. Le Costa Rica, qui était pendant longtemps la troisième, voire même la deuxième équipe de la CONCACAF, est en assez nette baisse de régime. D'autres équipes qu'on voit régulièrement, comme le Honduras aussi, parce qu'ils ont eu de très bonnes générations. Là, c'est un peu moins bon en ce moment. Tu as d'autres équipes émergentes. Haïti. Et Haïti, je les mets évidemment parce que tout le monde se rappelle de ce match-là de la Gold Cup et parce que ça va être adversaire du Canada au prochain tour. S'il passe ce groupe-là, qui devrait passer, parce que là, c'est un groupe dans lequel il devrait très facilement, je dirais, être terminé premier, passer au deuxième tour. Et là, bam, match contre Haïti, très probablement. Et ce sera déjà sérieux. Et ça mettra la table pour une éventuelle participation au tour final. Bon, Sid, toi, le vocabulaire, on a compris qu'on enlève les défaites honorables. Ceci dit, pour un paquet de dossiers différents, tu nous as beaucoup parlé de courbes d'apprentissage au fil des dernières semaines. Là, il y a Jean qui parle de courbes d'apprentissage après l'épisode, on va dire, désastreux de l'échec en Gold Cup en 2019 où l'équipe était en contrôle pendant 45 minutes et tout s'est écroulé face à Haïti. J'aimerais ça que tu me donnes ton point de vue parce que dans ma tête à moi, là, et je ne sais pas si
c'est un manque de respect envers Haïti ou si c'est que je ne prends pas en considération la réalité du passé. Il ne devrait pas y avoir photo. Je veux dire, on ne devrait même pas être en train de parler d'une conversation dans ces matchs-là. Pas que tu ne peux pas te faire prendre par une équipe d'Haïti, mais sur 10 matchs, par exemple, tu devrais toujours te dire on va en gagner 7, on va en gagner 8, puis tu te présentes sur le terrain avec cette conviction-là. Mais j'ai l'impression qu'on n'est toujours pas, on n'a pas passé ce cap-là. Et j'entends Jean parler du prochain tour là. C'est quoi? C'est les Bermudes, c'est le Suriname, les îles Caïmans, on s'entend. Là. On s'en va pas en vacances, là, on s'en va juste gagner des matchs, puis on va les gagner pas à peu près, je peux pas croire. Et là, tu te retrouves face à Haïti. Mais quand j'entends Jean parler de ce match-là, je fais Ouh, j'ai encore une petite crainte. Est-ce que c'est parce qu'Haïti est bon ou parce qu'on est brûlé par le passé puis l'historique d'une équipe qui a souvent sous-performé? Ben, exactement, un peu des 2, un peu des 2. C'est parce qu'il y a pas de référent. Il y a pas une histoire sur Mhm. laquelle, s'appuyer. Haïti a bousculé, les États-Unis, a bousculé le Mexique, mais il y a une force, de l'histoire, des certitudes chez ces équipes-là qui font que dans la zone CONCACAF, ils finissent toujours par avoir le petit oomph voilà, qui les fait passer, au prochain tour. Donc, parfois le oomph, c'est l'arbitrage, mais c'est la différence pour le Canada, c'est qu'il n'y a pas assez de certitudes acquises qui nous permettent de dire bon, ben, un match contre une équipe qui est quand même sur papier moins préparée, moins amenée à nous bousculer, c'est un acquis. C'est pas le cas, c'est pas le cas parce que on a le Canada du match aller contre les États-Unis, on les a vus conquérants et on a tous voulu s'acheter un maillot du Canada floqué à Alphonso Davies et Jonathan David. Puis après, ben, il y a le match retour, il pleut un petit peu, tout d'un coup là, les joueurs sont moins ont moins faim et on se demande bon, c'est quel visage. Et même je veux dire effectivement les adversaires du jour du premier tour de la zone de qualification, c'est certain que voilà, c'est une formalité. Mais dès qu'on va se positionner contre, on parle d'Haïti, on parle même, je sais pas, de la Jamaïque qui a commencé, qui fait une course pour les binationaux. Mhm. J'ai vu la liste de joueurs que la Jamaïque est en train Mhm. de viser. Je me suis dit, ah tiens, ils ont compris que aussi ils ont un bassin de joueurs en Yeah. Angleterre qui peuvent aller chercher. Le Suriname qui fait la même chose avec tous les joueurs qui sont Hollandais. formés en Hollande. Euh, je pense de plus en plus que même 2026, bon, effectivement, peut-être qu'on sera qualifié d'office, effectivement, mais c'est pas acquis dans CONCACAF. Je pense que lorsqu'on va de plus en plus regarder ce qui se passe chez les autres nations, c'est pas acquis, du côté du Canada, non. John Herdman te dirait, ben nous aussi, on fait dans les binationaux. On est allé chercher Ricardo Ferreira, qui a représenté le Portugal. On a été capable d'avoir une exemption et on l'a ramené pour, on l'espère, régler quelques problèmes en défense centrale. Ça va être franchement intéressant à surveiller pour voir si on est capable d'avoir des bases un peu plus solides pour permettre aux Alphonso Davies, Jonathan David et compagnie de faire le travail devant au cours des prochains matchs. Sid, on en a parlé il y a quelques semaines. On se demandait si Wilfried Nancy lors de sa nomination officielle comme entraîneur-chef au CF Montréal, allait trouver un autre adjoint pour venir dans son staff ou s'il allait y aller tel quel, statu quo, avec les adjoints qu'il y avait déjà. Ben, on a eu la réponse au cours de la dernière semaine. Il y a un adjoint qui s'ajoute, c'est un visage connu, un gars qui a été aux côtés de Wilfried Nancy, alors que lui-même était adjoint à Mauro Biello, à l'époque où Biello était entraîneur-chef de l'Impact. Comment tu as réagi à cette nouvelle-là? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de profil-là? Et l'ajout de Jason DiTullio, tu interprètes ça comment? Alors, double surprise pour moi puisque, 1 surprise, c'est que je pensais pas que, Wilfried Nancy aurait fait appel à un adjoint. Bon, je pensais peut-être naïvement que, les personnes en place étaient, suffisantes. Donc, ça a été une surprise et puis au niveau du profil, je parle bien du profil, j'aurais pensé que si un adjoint, se greffait, au staff actuel, il serait, plus expérimenté. Donc ça, c'est mes 2 surprises et en conclusion, je suis très, très content que Jason, rejoigne le staff de Wilfried Nancy parce que c'est une très belle tête de foot. J'ai eu l'occasion de lui parler à plusieurs reprises, lors de son premier passage en 2015, puis il a une expérience avec les jeunes, il a pu rouler un peu sa bosse du côté Mhm. de Canada Soccer. Donc c'est une personne proche de Wilfried et je pense qu'il c'est important, justement qu'il y ait à la fois une communion d'idées, mais des personnes qui sont capables aussi un peu de le challenger sans que ça soit des attaques personnelles, si je puis
puis dire. Donc, finalement, il coche beaucoup de cases pour lesquelles je me dis, lui, Jason, c'est une bonne chose. Après, en termes de profil et nombre, j'aurais pas cru il y aurait eu un ajout. Peut-être que l'isolement, la distance. Moi, je pense que c'est quelque chose qui avait manqué quand même beaucoup à l'équipe de Thierry Henry, surtout après le départ de Patrice Bernier. Gérer un groupe, on parle d'une vingtaine de joueurs, avoir l'œil sur tout ce qui se passe, c'est compliqué. Donc, je pense que peut-être Wilfried est prudent et sait que voilà, il aura besoin de monde parce qu'ils seront très seuls quand ils seront en Floride. Oui, et besoin de gens qui pensent comme lui. Parce que de ce que je comprends, là, c'est deux gars qui étaient très, très près dans leur, humainement, mais aussi dans la façon de voir les choses. Je pense que c'est deux gars qui n'auront pas peur de se challenger parce que Jason DiTullio a tout intérêt à ce que ça fonctionne pour Wilfried Nancy parce que c'est pas lui qui va prendre sa place dans 6 mois si jamais le projet plante avec Nancy et qu'Olivier Renard décide d'y aller avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense vraiment que cette relation-là, c'est la fondation de cette décision de ramener Jason DiTullio. Tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, c'en est un qui est passé en dessous de l'autobus avec Mauro Biello à l'époque. Il avait été remercié par le club au complet. Il n'était pas resté dans le staff de l'académie. Il allait faire un petit peu de travail avec l'équipe nationale canadienne avant de revenir. C'est Patrick Leduc qui l'avait ramené dans le giron à l'académie. Très bonne nouvelle. Je pense que ça s'inscrit un peu dans la même foulée que le retour de Laurent Simon avec le club. Tu sens que ce qui s'est fait dans le passé, on essaye de passer par-dessus si c'est des gens de qualité qu'on est capable d'utiliser au club, au bénéfice surtout de l'équipe première. Donc, excellente nouvelle en ce sens-là. Et juste pour conclure, Jean, je suis d'accord avec Sid parce que moi, je parlais de Valerio Gazzola, par exemple. Et Sid, tu parlais de ce danger-là, d'avoir quelqu'un qui pourrait prendre le poste par la suite. C'est tout à fait légitime. Puis justement, je pense que ça va dans cette lignée-là, la décision de Wilfried Nancy. Je ne m'attendais pas à un gars aussi jeune, mais peut-être qu'au final, Jean, c'est Kwame Ampadu, dans tout ça, qu'on respecte beaucoup pour son expérience. C'est peut-être parce que c'est un gars qu'on ne connaît pas. Il n'a jamais été capable de parler l'année passée. On espère être capable de le faire plus tôt que tard en 2021. Mais c'est peut-être lui, à quelque part, la matière grise dans tout ça. C'est juste qu'on ne sait pas à quel point il est influent dans le staff. Non, non, certainement, certainement. Je voudrais rejoindre rapidement ce que dit Sid sur la nomination de Jason. Jason, on le connaît tous. Hein. On sait effectivement qu'il a au niveau ballon dans la tête parce que c'est vraiment une mine. Hein, c'est absolument incroyable. Et comme on l'a déjà dit ici, il est effectivement sur cette même longueur d'onde. Il est au courant de vraiment ce qui se passe actuellement. Il est vraiment au fait de toute l'évolution qu'il y a dans le jeu et dans tout ce qu'il peut y avoir vraiment autour du jeu. Et autour du jeu, ça veut dire aussi dans l'encadrement. Et on a vu à quel point l'encadrement, ça allait être essentiel. Dans le cas de Kwame Ampadu, ben oui, je pense que c'est certainement quelqu'un qui va sortir de l'ombre clairement durant cette saison, avec cette possibilité un peu plus d'être sur la sellette, de s'exprimer. Là, on va voir vraiment effectivement où il va puiser un petit peu certaines de ses références, certaines de ses sources, et est-ce que lui il va être capable d'apporter, en sachant qu'il aurait été un petit peu l'élément à part quand tu vois le trinôme Nancy DiTullio Simon, mais que l'année qu'il a passée la saison dernière doit faire en sorte qu'il est pas mal plus proche maintenant du nouveau dirigeant. Donc, au bout, et j'oublie même Rémi Vercoutre là-dedans, mais qui en fait partie très clairement. Donc, ce qu'on a, c'est un groupe qui me semble extrêmement soudé au niveau de la direction, du sens vers lequel ils vont, et qui prend soin a pris soin d'apprendre de l'expérience de l'an dernier. S'il dit l'encadrement des joueurs, en particulier durant tous les mois où ils vont être, toute la période où ils vont être tout seuls là-bas, il y a besoin de beaucoup de monde. Il y a besoin de beaucoup de monde pour être toujours présent, en particulier avec les gars qui vont jouer un petit peu moins. Je parle pas d'une nourrice là. Hein, je parle de quelqu'un qui va être capable de les garder
Non, non, il faut être super exigeant. C'est des joueurs avec lesquels il faut être super exigeant parce qu'il faut les garder complètement dans le truc régulièrement. Et je pense que là, il y a ce qu'il faut. Ouais, et juste pour vous résumer le personnage, Jason DiTullio, tu disais, on le connaît tous, jeune. Nous, on a eu le plaisir de travailler avec lui à la diffusion de matchs à la Coupe du monde de 2018, entre autres à RDS. Je vous le résumerai, tu sais, on a des petits segments libéraux des fois à faire où on décortique un jeu dans le détail. Puis là, Jason s'est présenté, je vais toujours me rappeler, pour le premier match qu'on faisait dans cette compétition-là. Il dépose un livre sur la table, je pense qu'il y avait 15, 20, 25 pages de notes détaillées. Je dis, coudonc, es-tu en train de déposer une thèse de doctorat? Il dit, ben non, mais j'ai pris mes notes. Il dit, es-tu au courant qu'on parle 1 minute et demie sur ce sujet-là? Il dit, oh, ouais, mais moi, j'ai pas pris de chance, je me suis préparé, j'ai tout fait dans le détail parce que je veux être certain d'être béton et d'être capable de répondre à tout. C'est ce genre de personnage-là que Wilfred Nancy vient d'ajouter à son staff. Les gars, on va passer à notre segment en temps additionnel maintenant. Puis ça, c'est le bout, Jean, où tu nous expliques qu'est-ce que c'est qui se passe avec le fair play financier. Ouais. Bon. Fair play financier. Il est clair que l'UEFA vient d'annoncer qu'ils allaient revoir. Il ne s'agit pas de le mettre à la poubelle complètement. Il s'agit de revoir la façon dont ça va s'appliquer parce qu'ils se rendent compte que, d'une part, avec ce qui vient de se passer l'année dernière et les pertes énormes que les clubs ont subies, ils ne pouvaient absolument pas faire face aux objectifs qui, normalement, doivent être remplis dans le cadre du fair play financier. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça coïncide au moment où le système était un petit peu remis en question pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que c'est un système qui s'applique sur des années passées et donc qui ne porte pas sur l'actuel ou sur le futur. C'est-à-dire qu'on regarde l'équilibre de tes comptes sur 3 années auparavant. Et donc, je dirais, c'était une situation un petit peu en porte-à-faux. D'autant plus que ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant que le système a été mis en place. Bon, bah, c'est un système, je ne veux pas être cynique, mais pour lequel pratiquement tout le monde a trouvé les moyens de passer au travers ou de contourner, etc. Donc, c'est un système qui, au bout du compte, qui est un système de contrôle des dépenses, en fait, des clubs, mais qui a besoin d'être remis au goût du jour, d'être remis un petit peu en question régulièrement parce que, comme tu dis, on trouve des moyens de passer au travers et parce que la réalité des clubs d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 5 ans, ne sera plus la même dans 5 ans. Maintenant, le projet, ou en tout cas les réformes qui devraient commencer, là aussi c'est sur une période de plusieurs saisons, mais qui devraient commencer dès 2022, doivent donner un peu plus de latitude dans la façon dont les clubs vont pouvoir dépenser l'argent, mais par contre s'attacher un petit peu plus il va y avoir de plus grosses régulations au niveau des salaires, par exemple. Là encore, il va falloir voir ce que ça va donner, parce que là, on est au niveau de propositions et de discussions. Parce que là aussi, j'ai entendu parler, par exemple, d'un plafond salarial. On sait clairement qu'un plafond salarial est contraire au droit européen. Donc, il suffit qu'un joueur vienne le contester et ça va voler en éclats. Donc, il y a des choses qu'il va falloir, d'où d'ailleurs l'idée de mettre une sorte de plafond, mais à travers une sorte de taxe ajoutée qui serait, je ne sais plus si c'est une taxe, pas une taxe de luxe, mais enfin c'est quelque chose une façon un petit peu d'amener les clubs à considérer qu'ils vont avoir un budget global dans lequel ils devront respecter et dans lequel ils devront maintenir pour les salaires de toute l'équipe. Donc il y a plein d'éléments là-dessus il y a une façon de relâcher un petit peu les choses. Oui, effectivement, les clubs devraient avoir un peu plus de latitude pour recruter et dépenser un petit peu plus. Resserrement, probablement, au niveau des salaires, parce que ce qu'on se rend compte aussi, après 10 ans d'exercice, c'est que ce qui plombe les clubs, parce qu'au départ, c'était une mesure qui avait été prise pour empêcher que les clubs s'endettent et tombent complètement tombent dans le trou.
pendant que d'autres étaient capables, par des artifices, de se maintenir à flot. Et je pense, parce que ça a été introduit à l'époque, je pense que c'était par rapport à l'arrivée de Abramovich à Chelsea en particulier, et c'était à l'époque où on parlait de l'arrivée de Abu Dhabi à Manchester City. Donc, c'est fait pour que les clubs ne se plombent pas financièrement, mais soient quand même capables de recruter, et tout en gardant, parce que là aussi, il faut garder en tête que c'est une question de droit européen, les principes de base du droit européen qui considèrent que les clubs de foot sont des entreprises et qu'ils sont soumis aux mêmes règles de concurrence que n'importe quelle entreprise en dehors du sport. Moi, ce que je Est-ce que retiens c'est dans un tout peu ça, plus c'est clair? que j'allais justement dire, ce que je retiens dans tout ça, c'est que la comptabilité est extrêmement créative. Moi, être dans un de ces meetings-là, là, puis être capable de voir un propriétaire de club débarquer puis dire à ses comptables, là, mets ça dans le cadre ce que tu veux, là, mais arrange-toi pour que ça marche au bout du compte, C'est puis que les ça, 3 dernières années, c'est ils me ça. permettent d'aller acheter Lionel Messi, par exemple. Arrange-toi avec ça, Exactement ça. puis je vais être bien heureux. Sors ta trigonométrie, sors ta calculatrice scientifique, puis je reviens je reviens te revoir dans 1 heure et demie, en espérant que tout fonctionne. Est-ce que j'ai bien compris, Jean? Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Et on Bon. avait discuté, c'était la blague au moment où le PSG avait signé Neymar et Mbappé. Et en gros, c'était ça. C'est le gars à son bureau, quelqu'un arrive en disant voilà, dossier Neymar et Mbappé, dossier fair play financier, tu me fais rentrer ça là-dedans, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Ben, ça rentre pas dans notre fichier Excel. Ben, il n'y a pas de problème. Delete, mets ça dans la corbeille, vide la corbeille, puis Et fais-en un voilà. nouveau, puis arrange-toi pour que ça marche, puis que ce soit vert au bout du compte, que ce soit pas trop rouge. Sid, je veux t'entendre sur le dossier de l'euro. Là, Alexander Seferin, qui est le président de l'UEFA, a demandé aux villes hôtes de lui garantir, je pense qu'il a donné un mois ou quelques semaines, bref, il a dit qu'au cours des prochaines semaines, il y aurait des discussions, et il a demandé aux villes hôtes, on répète, c'est un projet de 12 pays, donc 12 villes différentes un peu partout en Europe pour un euro anniversaire, un anniversaire qui a été repoussé d'1 an finalement. Et là, ce que Séphérine demande, c'est des garanties de ces villes-là qu'on aura la possibilité d'avoir des fans dans les estrades. Hier, j'ai eu l'occasion d'avoir un bel entretien. Je le plug parce que ça peut intéresser les gens qui Mm. nous écoutent en ce moment. À la radio, j'ai parlé avec Laurent Simon. C'est sur mon compte Twitter si vous voulez aller voir. Et je lui ai posé la question, tu sais, toi comme joueur, tu as encore des contacts là-bas, est-ce que tu penses que c'est une possibilité dans le contexte actuel où on ne sait même pas si le CF Montréal, par exemple, va pouvoir revenir de ce côté-ci de la frontière avant juillet, août, que de demander à des villes maintenant de donner des garanties comme celle-là? Tu voyais que Laurent disait, c'est compliqué, là, parce que d'un pays à l'autre, ça peut être des règles complètement différentes. Ça évolue avec les vaccins, on comprend. Il y a certains championnats qui sont plus avancés que d'autres ou qui ont des règles différentes pour les supporters dans les estrades. Mais tu sentais dans la réponse de Simon qu'il y avait encore un gros point d'interrogation. Comment tu accueilles ça, cette volonté du président d'avoir des garanties tout de suite pour un élément qui est majeur, là, qui est souvent largement hors du contrôle des villes hautes? Ouais, c'est un aveuglement volontaire de la part du président de l'UEFA. On peut pas aujourd'hui, en mars, pouvoir se projeter, même dans 3 mois, dans 12 pays différents et avoir la garantie que ils seront en mesure d'accueillir du public. Et lorsqu'il a fait sa sortie où il indique que l'Euro ne sera pas joué à huis clos, on se demande bien les motivations, parce que ce sont des problèmes de santé publique. C'est pas parce que il y a un impératif événementiel que ça changera quoi que ce soit. Sachant que peut-être que c'est même pas forcément le plus problématique de la tenue de l'Euro. Je pense que les fan zones qui sont des rassemblements où on est tous collés les uns sur les autres à regarder 2-3 écrans géants sont tout aussi problématiques, et il y a beaucoup de paramètres qui sont à considérer. Et puis c'est pour ça que je sens que ça me semble très présomptueux. Ça met la pression sur différents gouvernements ou municipalités, et je vois pas forcément l'intérêt de la démarche. Je crois que
à la place, on pourrait assumer tout de suite que l'Euro sera à huis clos. C'est pas la première des compétitions qui se joue à huis clos durant cette période de 2 ans qui sera la période Covid. Puis effectivement, les clubs anglais déjà par exemple s'organisent au retour des partisans dès la rentrée. C'est pareil, genre, comme j'ai vu aussi des communications du côté de la France. Mais l'Euro, c'est avant cette fenêtre d'automne où on pourrait raisonnablement penser que la vaccination soit suffisamment avancée pour permettre le retour de personnes dans les tribunes. Est-ce que c'est possible, Jean, qu'il y ait quelque chose de prémédité dans ce discours-là de Séphérine, sachant très bien que personne, en tout cas certainement pas les 12 villes hautes, vont être capables de donner cette certitude-là maintenant? Est-ce que c'est le moyen, dans le fond, de donner la responsabilité aux villes qui prennent eux-mêmes la décision parce qu'ils disent la santé publique ne nous donne pas la possibilité de donner ces garanties-là, sachant que Séphérine, en arrière, a déjà un autre plan, il est capable de se retourner vers un ou deux pays qui disent, nous, on est capable de l'accueillir dans les conditions qui font ton affaire. Puis lui, il sait très bien qu'à partir du moment où les villes disent non, on ne peut pas t'offrir les garanties. Il dit, pas de problème, désolé pour vous, on passe à un autre dossier. Puis ce dossier-là, dans le fond, c'est un plan qui a déjà dans sa poche d'en arrière. Ouais, je pense qu'on est pas mal dans cette hypothèse-là. Regarde, l'UEFA a envisagé déjà depuis plusieurs mois divers scénarios. Le scénario qui était le plus positiviste possible, qui était à des stades à 70-100% de capacité, des stades qui étaient à 30-70% et des stades qui étaient à 0-30, c'est-à-dire éventuellement huis clos ou un minimum de supporters. Donc, il y a déjà ces possibilités-là qui avaient été envisagées par tout le monde. Là, c'est un petit peu mettre la pression supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as Copenhague qui a déjà dit qu'ils assuraient 10-11 000 spectateurs par match au premier tour et pour le 8e de finale. Tu as Saint-Pétersbourg qui a annoncé la même chose. Je pense qu'ils annoncent 20 000 spectateurs à peu près. Donc déjà, tu as deux villes sur 12 qui sont rentrées dans l'engrenage et qui commencent à avancer. Qu'est-ce que font les autres? Tu ne peux pas dire non, nous, c'est pas possible. Parce que là, à ce moment-là, les fans disent vous voyez à côté, eux, ça marche bien. Nous, à ce moment-là, on peut aller ailleurs. Et parce qu'il y a aussi cette possibilité, ce plan B ou C, si tu veux, comme tu le mentionnais, qui est de trouver des zones, des endroits où tu peux jouer un nombre important de matchs dans des infrastructures qui existent déjà, totalement huis clos. On a parlé de ce qui s'est passé durant l'Europa League et la Ligue des Champions à la fin de la saison, au mois d'août l'année dernière. On sait que l'Angleterre dit depuis longtemps qu'elle est totalement prête à accueillir la totalité du tournoi. Donc, de ce côté-là, je dirais, il y a probablement suffisamment d'assurance que quelque chose de concret va se passer. Donc là, actuellement, Séphérine, il est dans une position où il peut dire, si vous voulez, là, il est temps un petit peu de miser, en fait, hein, de mettre ce que vous avez sur la table, et puis dites-moi. Et vu que ça commence, vu que tu as déjà 2 villes qui ont commencé, je ne serais pas surpris d'en voir d'autres dans les jours qui viennent dire, nous, on serait prêt à faire ça, et éventuellement même avoir un petit peu de lobbying auprès des gouvernements eux-mêmes pour créer des situations, peut-être des zones d'exemption, sachant qu'il y aura toujours une différence entre faire venir des spectateurs dans un stade et accueillir des spectateurs venant de l'étranger. Ça, on n'en est pas là. On ne parle pas de supporters venant d'autres pays pour l'instant. Parce que là, tu rentres dans une problématique totalement différente. Mais dire, regarde, c'est possible, il y a des pays qui sont déjà capables de le faire. Où en êtes-vous, vous, dans votre réflexion? Il y en a du pouvoir, hein, M. Séphérine? C'est dit miser, je comprends, mais là, tu n'es pas au casino, tu es en train de travailler avec la santé publique. Bien sûr. C'est des gros dés que M. Séphérine a dans ses mains et qui est en train de rouler en ce moment. Les gars, sujet chaud, on passe à notre segment parce qu'on a 5 super bonnes questions cette semaine. On va essayer d'être concis parce que vous allez voir, c'est des questions qui partent dans tous les sens et je dis ça dans le meilleur sens du terme. Sid, on va commencer avec toi. Question de Raph Grégoire qui dit, avec les nouvelles qui sont sorties en France, avec Pierre Ménez qui a été attrapé avec une vidéo, des images qu'il montre en train de forcer
une femme à l'embrasser. Est-ce que la FIFA devrait retirer la voix de Pierre Ménès de son produit, de son jeu FIFA? C'est une excellente question. Si moi j'étais à la tête de Electronic Arts, ça fait très longtemps que ce serait pas Pierre Ménez qui serait la voix qui commenterait Oh, les jeux. Mais c'est Pour pas. quelle C'est raison? d'ailleurs, c'est même Pour pas. quelle raison, Steve? Parce que bon, il y a des commentaires qu'il a fait qui me parlent pas. J'ai trouvé qu'il avait fait des sorties sur le racisme qui m'ont vraiment beaucoup gêné. Ou notamment, il disait que voilà, il y avait beaucoup de racisme des Noirs auprès de son propre fils, qu'il lui passait pas le ballon et plein de choses qu'on peut superposer durant les 10 dernières années. Mais les images dont il est question, c'est pas des images qui ont été trouvées, puisque ce sont des choses qui qui se sont passées durant des plateaux, donc c'était en direct. Et surtout, en fait, au-delà de tout ça, moi, je soulignais l'excellent documentaire reportage de Marie mmh, Portolano. ouais. Je suis une journaliste, et voilà, qui parle vraiment voilà, du sexisme et de la difficulté pour bon nombre de femmes de se faire une place dans le monde du sport et dans le monde médiatique. Donc, c'est un excellent reportage. Et puis, s'il peut avoir des conséquences pour des personnes qui ne se comportent pas adéquatement, je ne serais pas contre. Jean, quelque chose à ajouter là-dessus? Parce que ça devient intéressant. Là. À quelque part, c'est une voix. Après, ça ne veut pas dire Don Cherry, c'était une voix qui faisait partie des meubles ici. Puis à un moment donné, l'élastique a été tiré une fois de trop, puis ça a été la fin. Mais il y a des voix comme ça qui font, ou des personnages qui font partie des meubles. Le jeu FIFA, ça utilise les voix et les personnages qui font partie des meubles. On pense entre autres, c'est qui du côté anglais? C'est Martin Tyler, si je ne me trompe pas, Yeah. qui est la voix du jeu. Martin Tyler, c'est celui qui a bercé tous nos matchs pour ceux qui ont suivi la Premier League au cours des dernières décennies. Qu'est-ce que tu penses quand ce qui se passe dans un média viendrait affecter un autre qui est dans le divertissement en plus? Ah non, je pense que non, moi, je pense qu'il y a effectivement une décision qui doit être prise et qui est, ouais, je pense que pour répondre à la question très clairement, ouais, je pense qu'il faudrait retirer sa voix. Pierre Pierre, je le connais depuis, écoute, 86. J'ai travaillé avec lui. Je pense que c'est même quelqu'un, qui a eu une influence sur le le travail que j'ai la carrière que j'ai fait après. Donc je le connais depuis cette époque-là et c'est vraiment quelqu'un à l'équipe et avec qui j'ai vraiment eu l'occasion de travailler tous les jours. Il a toujours été comme ça, il joue toujours joué un personnage. Simplement, il y a un moment où non, tu joues pas là, clairement et tu as débordé, tu es coupable de choses qui sont inacceptables. À partir de là, je pense qu'il est clair de prendre la décision de retirer la voix, ouais. Ton premier souvenir de Pierre Ménès, pensais-tu qu'il allait devenir aussi gros que ça comme personnage? Tu sais, tu peux le jouer dans le sous-sol de chez vous avec tes amis ou en jouant je veux pas dire que vous étiez pas des apprentis journalistes, là, mais et puis après ça, il est arrivé au statut où il est rendu là. Tes premiers souvenirs de lui, c'est quoi? Oh mon Dieu, non, non, mais c'est pas racontable. Oh, Non, non, mais c'est arrivé et puis, tu débarques comme pigiste, tu une petite main là, qui travaille, tu viens faire une pige le soir, récupérer des articles qui arrivent et puis bon, bah, Pierre, c'est dès que tu rentres dans la pièce, tu te fais chambrer et puis ça dure toute la soirée. Bon, mais à côté de ça, capable de venir te voir, te filer un coup de main si tu as un problème pour trouver un titre ou regarde là, tu es capable de mieux arranger ce texte-là. Enfin, quelqu'un de très très bien, grande gueule, qui a toujours été grande gueule. Et c'est vrai que j'ai suivi après sa carrière de loin, une fois que j'ai venu mhm. ici et j'ai vu comment il avait un petit peu grandi et explosé dans les médias, j'ai toujours été un petit peu surpris, même si son côté grande gueule, personnalité plus grande que nature, a toujours été. Il était fait pour les médias tels qu'ils ont explosé dans le sport dans les années 90 et début 2000. Il était totalement fait pour ça et il a vu le créneau, il est rentré dedans. Qui n'empêche qu'il y a des choses inacceptables, hein.
Ouais, ben, c'est ça, peut-être fait pour les médias sportifs dans les années 90, peut-être moins dans les années Voilà. 2020. Sid, la prochaine question vient de Thomas Villeneuve qui nous demande: croyez-vous que le fait de jouer en MLS nuit à Louis Binks quand vient le temps de parler de sa sélection en équipe nationale? On rappelle que Binks pourrait toujours, il a joué pour les deux, pourrait toujours représenter l'Angleterre ou l'Écosse. Alors, si on parle de l'Angleterre, clairement, c'est une évidence que s'il n'est pas en train de brûler la ligue, d'une façon, ostentatoire avec même, plusieurs buts, parce que même si c'est un défenseur central, il faudrait qu'il soit décisif, devant les buts, on peut complètement oublier ça. Il y a aucune chance que du côté, c'est, qui maintenant? J'ai oublié le nom du sélectionneur, ça m'échappe. OK. Ça, Southgate? Southgate, oui. Ah, donc c'est Southgate, c'est certain qu'il va pas se regarder du côté de la MLS. Maintenant pour l'Écosse, oui, il peut avoir une plus grosse ouverture d'esprit, ça va encore dépendre de la concurrence, mais si c'est pour l'Écosse, je crois pas qu'aujourd'hui la MLS en soi soit un frein en termes de compétitivité, parce qu'il y a d'autres exemples de joueurs qui sont internationaux, notamment dans la zone CONCACAF, et qui sont de très bon niveau et qui jouent en MLS. Donc je pense pas de ce point de vue que ça peut poser un problème, mais la marche est beaucoup trop grande pour l'Angleterre afin qu'il soit sur le radar. Ouais, j'ai tendance à croire que tu as tout à fait raison aujourd'hui. Ceci dit, la raison pour laquelle Louis Binks est parti, c'est qu'il n'allait jamais jouer en équipe senior à Tottenham, à moins qu'il soit prêté ailleurs. Là, si tu es partant encore une fois cette année, il va avoir quoi? Là? Il va avoir 20 ans à la fin de l'année ou encore 19 ans peut-être à la fin de l'année. Ben, tu te retrouves avec 2 saisons professionnelles seniors derrière la cravate. Si tu fais le saut en 2022, par exemple, à Bologne, ben là, tout d'un coup, peut-être que la perception peut changer. Tu as peut-être disparu du radar pour y revenir, puis que là, tout d'un coup, les gens se disent OK, on l'avait perdu de vue, mais pendant cette période-là, il a vraiment progressé, chose qui aurait, on présume, été moins le cas avec les moins de 23 ans à Tottenham, par exemple. Mais ça va être intéressant, puis tu as raison. La réalité, deux pays qui sont pas trop loin, là, qui sont voisins, mais la réalité écossaise, c'est pas tout à fait la réalité anglaise. Rappelez-vous de ce que Bing nous avait dit ici à Loin de s'en foot quand je lui avais demandé. L'accueil, ça s'était passé comment? Il dit: ah, moi, je suis anglais. La première fois que je suis allé représenter l'Écosse, il n'y avait pas de problème. Et quand je suis retourné la deuxième fois, entre-temps, j'avais représenté l'Angleterre aussi. Puis là, tout d'un coup, l'accueil était pas mal moins jovial. Donc, on va surveiller ce qui va se passer dans le cas de Louis Binks et on lui souhaite ses sélections nationales à venir dans le futur. Jean, il y a Éric Cloutier qui nous demande est-ce qu'on. Ah, justement, on en parlait la semaine passée. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. On se tanne jamais de cette question-là. Pourtant, la réponse semble toujours être la même. J'ai hâte de voir si ça change avec vous aujourd'hui. Éric, est-ce qu'on peut encore espérer la présence de Benzema avec les Bleus en juin? Non, Vas-y, mon Jean. Non? non, non, non. Et oui, on en parle. Il revient, c'est le monstre du Loch Ness, Benzema. Il revient toutes les 3-4 semaines dans notre podcast. Et ouais, on en parle tout le temps, que ce soit essentiellement avec le Real, bien sûr. Mais je ne crois pas, parce que je pense qu'il a brûlé ses ponts avec Deschamps. Et que Deschamps est quelqu'un de assez rancunier, disons, ou en tout cas qui a ses idées et qui ne va pas en démordre, et qui, je ne le vois pas prêt à rappeler Benzema, sachant en plus qu'il va avoir des arguments en disant bon, regarde ce que j'ai devant, je ne pense pas que Benzema m'apportera quelque chose, ou parce que Benzema ne rentre pas dans le projet de jeu que j'ai. Bon, d'accord, il a fait un petit peu marche arrière avec Rabiot, hein, mais dans des circonstances un petit peu différentes, particulières. Je pense qu'avec Benzema, il y a un problème plus de fond. En tout cas, personnellement, je serais extrêmement surpris qu'il soit rappelé par Deschamps. Je ne vois absolument pas la moindre compatibilité entre les deux. D'accord avec ça, Sid? Ce serait surprenant. Est-ce que Oh, ça c'est il y a de possible? l'ouverture. Ouais, Il non, y a de non, il y a de l'ouverture. l'ouverture. Ouais, il est ouvert.
Voilà. Non, il y a l'ouverture. Bon, mais c'est vrai que ça fait 5 ans que c'est un peu, voilà, la maraude. Là, c'est à chaque fois qu'il y a un rassemblement de l'équipe de France, on reparle de Karim Benzema. Mais je pense qu'à la différence, des années précédentes, bah, d'une part, bah, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je pense que, d'un point de vue de l'opinion publique et pas simplement des défenseurs purs de Karim Benzema, je pense qu'il y a une sorte de pardon public qui s'est fait. Et puis, je pense que l'autre donnée, c'est que il est en super forme. Il est vraiment, vraiment dominant. Et on va pas se cacher derrière la présence d'un Gareth Bale, d'un Cristiano Ronaldo, de toutes sortes de choses. Là, je pense qu'il prouve que c'est un attaquant de premier plan. Je dis pas qu'il ne l'était pas, mais je pense qu'aujourd'hui, ça saute tellement aux yeux. Et lorsqu'on regarde un match de l'équipe de France, comme j'ai eu le malheur de me taper hier, eh ben on se dit, Mmh. ça ferait du bien un Karim Benzema dans cette équipe, voilà, qui manque cruellement de créativité, de rythme et de beaucoup de choses, malgré le talent qu'il y a à ses postes offensifs. Ouais, pour ceux qui ont raté ce résultat-là, je vais vous résumer ça en disant que face à l'Ukraine, l'équipe de France a marqué 2 fois puis a fait match nul 1-1. Voilà, ça dit tout, ça dit rien, ça vous résume ça en pas long. D'un Éric à l'autre maintenant, Éric Michaud qui nous demande, Sid, avec l'arrivée des renforts offensifs du CF Montréal, croyez-vous que Samuel Piette va retrouver un poste plus défensif, donc revenir à son poste plus naturel? Et d'ailleurs, en ce sens-là, la question a été posée à John Herdman, le sélectionneur national, sur l'expérience de le faire jouer plus haut sur le terrain lorsque Thierry Henry a choisi de faire ça avec Piet en 2020. Est-ce que tu pourrais être tenté avec le Canada de faire la même chose? Herdman a dit que c'était une expérience qui était intéressante, il y a eu des tests qui ont été faits, mais pour moi, c'est un milieu récupérateur, c'est un milieu défensif et c'est comme ça que je m'attends à l'utiliser. Yeah. Donc, c'est clair pour le Canada. Maintenant, Sid, à Montréal, le vois-tu jouer dans un rôle hybride comme l'an passé ou revenir à quelque chose de plus naturel? Oui, oui, je le vois clairement revenir dans un rôle plus naturel, mais sûrement dans un double pivot, où il pourra maintenant un peu utiliser les Yeah. qualités de pressing et parfois aussi de création dans le dernier tiers qu'il a pu développer sous Thierry Henry. Mais je le vois pas du tout jouer un rôle de 8 avancé pour être le premier rideau de pressing, comme on a pu le voir, et un peu pour combler tous les manques tactiques qu'il y avait dans cette demi-espace droit qui est du CF Montréal. Mais je crois pas que ce soit négatif pour lui. Et c'est une expérience qui lui a permis quand même d'apprendre beaucoup cette année dernière. Mais je préfère le voir aligné aux côtés de Wanyama, par exemple. Et je crois que il aura peut-être moins le frein à main, moins le besoin de rester le 6 très proche de ses centraux. Et grâce à ça, on va avoir, selon moi, le meilleur des deux mondes. Je pense que tu viens, sans le vouloir, de nous résumer toutes les questions tactiques qu'on s'est posées l'an dernier, c'est le demi-espace droit. Il y a 1 an et demi, j'aurais pas su de quoi tu parlais, mais ça a tout le sens du monde après ce que Samuel Piette a eu comme mission l'an passé, des fois comme défenseur latéral, des fois comme milieu offensif, des fois comme ailier, demi-espace droit. Merci, tu viens de nous trouver le poste de Samuel Piette en 2020. On lui souhaite quelque chose d'un petit peu plus concret en 2021. Jean, on finit avec la question de Matt Heavy. Si le Canada, et puis ça, c'est vraiment une bonne question, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Si le Canada U23 réussit à aller aux Jeux olympiques, qui croyez-vous pourrait être les 3 joueurs à qui on permettrait de participer au tournoi et qui auraient plus de 23 ans? Là, ça devient intéressant parce que est-ce que tu les amènes pour ce qu'ils t'apportent sur le terrain en fonction de ce qui te manque dans ton groupe? Est-ce que tu les amènes pour une récompense? C'était qui? C'était Ryan Giggs qui avait participé aux Olympiques pour la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas. Atiba Hutchinson. Ronaldinho aussi avait participé, notamment. Exactement. Yeah. Est-ce Exact. que tu vas chercher un Atiba Hutchinson? Est-ce que c'est un gars comme lui que tu amènes puis tu te dis c'est ton last hurrah si jamais tu n'es pas qualifié? Ou c'est fascinant. Tu verrais qui comme 3 joueurs? Ouais, je crois que ouais, la question c'est qu'est-ce que tu as fait? Tu sais qu'il y a des sélections qu'on n'amène pas et qui disent moi je suis totalement confiance. Je récompense les gars qui ont fait le parcours de qualification et that's it. Donc chaque sélection a sa façon de vivre le truc. Si tu y vas pour un petit peu récompenser ou souligner le profil d'un joueur, il est certain que Hutchinson, c'est quelqu'un que tu vas
oui, vers lequel tu vas aller en premier. Si tu y vas maintenant parce que tu veux 3 joueurs d'expérience qui sont capables de te donner le max et vraiment apporter quelque chose, là, tu vas avec des joueurs. Tu vas avec. Bon, alors, Atiba Hutchinson, il peut jouer aussi défenseur central et c'est Ouais. un poste où tu as besoin d'un gars qui soit. Ton gars le plus expérimenté, ça devrait être un des deux des défenseurs centraux quand tu vas dans un tournoi comme ça. Donc, c'est pas non plus contradictoire l'un ou l'autre. Mais c'est des gars qui vont être au cœur du jeu. C'est pas un attaquant vedette. C'est un Osorio, un Piet, pourquoi pas. Ce sont des joueurs comme ça. Tu as vraiment besoin d'un tournoi olympique. Des joueurs qui sont capables d'être partout, d'être super présents, qui vont s'imposer. Hein, ou la différence d'âge ou la différence d'expérience, ils vont la faire parler partout sur le terrain. Tu veux des gars comme ça. C'est eux qui vont t'amener. La plupart des équipes qui gagnent un tournoi olympique, qui vont loin d'un tournoi olympique, ont des joueurs comme ça dans leur effectif. Donc, je vais plutôt vers ce genre de profil-là. Mais la question, elle est bonne parce qu'effectivement, ça c'est de poser une question. Si jamais il y a qualification, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Parce que ce sera la première fois depuis 84. Toi, Sid, tu irais avec qui? Est-ce qu'il y a des gars qui sautent aux yeux? Parce qu'avec la génération qu'on a en ce moment, on en parlait en début d'émission, Jean, tu as aussi les Alfonso Davies, c'est les Mais ils sont Jonathan tous. David. Est-ce que tu les amènes, ces gars-là? C'est pas la question qui nous est posée par Matt, mais cette question-là se poserait aussi. Maintenant, si on va au-delà Mhm. des 23 ans, tu irais avec qui, Sid? Alors, pour moi, la question est extrêmement compliquée parce que, si je m'abuse, il y a la Gold Cup dans la même période. Donc, je me demande même si c'est pas l'U23 qui va se faire piller par l'équipe nationale. Et est-ce qu'on laisse un Buchanan sur le côté? Est-ce qu'on laisse un Broguillard? Est-ce que même on laisse Pantémis? C'est une question qui est extrêmement complexe et qui limite est stratégique d'un point de vue de Canada Soccer sur c'est quoi les priorités et qu'est-ce qu'ils veulent justement faire durant cet été parce que j'ai du mal à penser que mes choix qui auraient été pour moi Alfonso Davies, Jonathan David et sûrement oui d'ailleurs Piet, je pense qu'il aurait fait vraiment beaucoup de bien à cette sélection U23. Mhm. Euh, j'ai du Mhm. mal à Mhm. penser qu'ils rateraient la Gold Cup pour les Jeux Olympiques et peut-être que les Jeux Olympiques c'est plus peut-être prestigieux quand ça revient une fois tous les 20 ans ou les 30 d'ailleurs pour le Canada mais je sais pas c'est une excellente question stratégique pour le programme canadien. Jean? Oui, en rajoutant une petite. Oui, parce qu'effectivement, là, toute la problématique que Sid pose, elle est totalement là, c'est vrai, sachant que le tournoi olympique n'est pas une obligation de libération des joueurs. C'est-à-dire que les clubs ne sont pas obligés, comparé à d'autres compétitions, de libérer leurs joueurs, de laisser leurs joueurs partir en équipe nationale pour le tournoi olympique. Oui, et je vous confirme que dans cette période-là, pour le CF Montréal, par exemple, attachez votre tuque parce que c'est un calendrier qui est très chargé. Yeah. 34 matchs vont être disputés. Pour le moment, tous les matchs à domicile sont inscrits comme étant disputés au domicile de l'Inter Miami en Floride. Il y a une grosse trêve du 29 mai au 23 juin, en partie pour une trêve internationale, en partie pour permettre de replacer certains matchs qui pourraient être annulés en raison de la COVID, on présume, en début de saison. Ça donne une belle trêve, mais ça fait aussi en sorte que ça va se bousculer par la suite au moment où tu auras la Gold Cup. Tu sais, la Gold Cup, si tu pars 3 jours avant, il y a un match du CF Montréal qui est 3 jours avant le premier match du Canada. Je pense que c'est 5 matchs qu'un gars raterait si un Zachary Broguillard ou un Samuel Piette y allait. Mhm. Ce serait 6 si tu pars quelques jours plus tôt encore pour te préparer comme il faut une semaine avant, par exemple. Les calendriers, les gars, en 2021, aïe aïe, attache ta tuque, les préparateurs physiques se parler entre eux, les joueurs être libérés pour aller représenter leur sélection nationale. Si on pensait que c'était une relation complexe entre club et sélection dans le passé, on n'a rien compris. C'est en 2021 que ça se passe, ça va être fascinant à surveiller tout au long de l'année. Jean, Sid, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous, Merci. les gars. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Continuez de le faire sur Twitter avec le hashtag LDSF et de partager le contenu. C'est toujours plaisir de voir ça passer sur les réseaux sociaux et Internet sur le rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio ou toutes vos plateformes préférées.